Ok, bah d'abord merci beaucoup de me Avec plaisir. recevoir, franchement c'est super chouette. Pour commencer en douceur, est-ce que tu peux un peu te présenter et expliquer un peu ton parcours? D'accord. Donc, je m'appelle Maxime Timmerman, je suis président de Défi Jeunes, j'ai actuellement 25 ans. J'ai commencé la politique à l'âge de 18 ans pour une histoire de permis de conduire. En fait, à l'époque, les règles d'obtention de permis de conduire entre régions n'étaient pas les mêmes. Et j'habitais en Flandre, mais j'étais passé mon permis théorique à Bruxelles et pratique en Wallonie. Et en fait, les règles d'obtention n'étaient pas les mêmes. Du coup, la Flandre ne voulait pas me donner mon permis de conduire, sauf que c'était illégal, bref, ça a fait toute une histoire, ça a même passé au Conseil d'État. Ouais. Et en fait, ça m'a fait réaliser qu'il y a des choses en politique pour lesquelles en fait, il fallait améliorer un peu le système. Donc, de base, ça a commencé là. Puis des élus locaux sont venus me parler, on dit voilà, on aimerait bien présenter ton point au conseil communal. Et j'ai dit ok, d'accord, je veux bien vous aider. Ils ont vu que j'étais bilingue, parce que je vivais en Flandre, et que je m'y connaissais en politique. Ils m'ont proposé tu voudrais pas être sur les élections parce que ça arrive prochainement, donc c'était en avril-mai 2018. Je me suis du coup présenté dans ma commune à Bercel en périphérie bruxelloise pour les élections communales en 2018, en octobre, où j'ai été élu. Donc j'ai siégé en tant que 6 ans dans le conseil communal. Au début, je m'occupais surtout de la politique locale. Je me suis affilié un peu avant les élections en août 2018 au parti Défi pour les questions sur la défense des francophones, puisque c'était surtout axé là-dessus au début, et surtout pour la volonté de ne pas travailler avec la NVA, de vraiment montrer cette opposition, de la dire et de l'affirmer. Et donc c'est ce qui m'avait motivé. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis de plus en plus investi. Il y a 2 ans, je me suis présenté en tant que président régional pour Défi, où je suis devenu du coup vice-président du parti à 23 ans. J'ai été ensuite candidat aux élections tête de liste pour les élections régionales dans le Brabant flamand, pour la liste UF qui rassemble les 4 partis francophones en périphérie bruxelloise, donc Défi, MR, Engagé et PS. Je n'ai pas été élu, j'ai eu un score environ de une voix près, j'étais à 3000 voix. C'était une expérience incroyable. Et puis après ces élections-là, j'ai décidé de me concentrer sur Défi Jeunes, où je me suis présenté en tant que candidat et où j'ai été élu. Et j'ai déménagé du coup maintenant à Uccle. Donc maintenant je suis bruxellois. Très bien. Tu as déjà répondu à la question, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Donc tu es jeune, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est quoi les grandes préoccupations des jeunes belges à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je pense que l'une des préoccupations quand même principales, c'est quand même le climat, l'environnement, les questions de la précarité étudiante. On réalise un peu, donc on est confronté de plus en plus à la question de la précarité en tant qu'étudiant. Je pense que les questions internationales nous posent également question, la question de la sécurité. Je pense que tout ça, c'est des choses qui nous angoissent quand même pas mal. Et en fait, participer en politique, ça permet de pouvoir être acteur là-dedans, en fait. Le nouveau gouvernement Arizona a pris ses fonctions il n'y a pas longtemps, je pense que tu le sais. Qu'en penses-tu et est-ce que tu penses que ce gouvernement va répondre aux attentes des jeunes? Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Arizona, c'est une addition des 2 pouvoirs communautaires. Donc on a du côté francophone, on a CDNV, Vorat et NVA, et du côté francophone, on a MR engagé. Donc en fait, l'Arizona est également au pouvoir dans les communautés. Donc ils vont vraiment pouvoir avoir le pouvoir d'agir en fait également sur les questions communautaires, notamment l'enseignement. Personnellement, je vois un peu qu'ils ne vont pas vraiment répondre à la question qui sont par rapport aux jeunes, ne serait-ce qu'avoir leur volet sur l'économie, leur volet sur l'énergie, les questions liées au niveau communautaire également, au niveau de l'enseignement, on voit déjà qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des économies qui sont faites sur le dos de l'enseignement supérieur. Non, pour moi personnellement, l'Arizona ne va pas répondre à toutes les questions des jeunes en fait. Si là maintenant tu étais à la table des négociations de l'accord gouvernemental, ça serait quoi pour toi les 3 gros sujets sur lesquels il faut appuyer pour que les jeunes vivent mieux en Belgique? La question de la mobilité. Ça, je pense que ça c'est un point de vue important pour la rendre également plus verte, pour pouvoir justement la rendre plus accessible. Les questions également liées à l'énergie, liées à l'environnement. Pour moi, je pense que là maintenant, parmi les questionnements et parmi les stress, on commence vraiment à parler d'angoisse écologique, vraiment de stress par rapport à ça. Et on a quand même beaucoup de jeunes qui sont angoissés, qui réfléchissent à ça. Même dans la question de créer une famille, d'avoir des enfants, certains se disent mais avoir des enfants, mais pourquoi? Pour leur offrir quel monde? Donc cette question-là dans l'enseignement, de l'environnement est vraiment ultra importante. Et je pense que l'autre point de vue, ce serait également les enjeux internationaux. On voit justement que les tensions, les guerres, les conflits augmentent en fait dans le monde, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Palestine, que ce soit le Congo. En fait, maintenant avec la cession de Trump maintenant en tant que président des États-Unis,
en fait, l'enjeu international devient ultra important parce que on ne peut pas commencer à travailler, même pour le point de vue environnementaux, on ne pourra pas travailler si on ne travaille pas l'ensemble du monde ensemble en fait. On a beaucoup entendu parler récemment du décret paysage, il y a eu des manifestations pas loin d'ici. Est-ce que tu penses que ce décret paysage de Madame Glatini est une bonne solution pour l'enseignement belge? C'est pas une bonne chose. En fait, le décret paysage apportait des questions à certaines choses, mais restait muette sur beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a une des choses qui était le plus important, c'était de mettre des balises claires. Je pense que tout étudiant a envie de réussir en 3 ans. Personne n'a envie de rester des années à l'université. Mais la question, c'est que, en fait, juste la volonté en fait, du gouvernement précédent, pour ça qu'il a éclaté, et actuellement avec le gouvernement Azur, donc est maire engagé, en fait, le problème, c'est que les balises claires, ok, d'accord, mais il y a une réelle question de la prise en considération de la précarité étudiante. On le voit encore très bien. L'AFF a sorti des chiffres où ils expliquent justement que les étudiants qui jobent réussissent moins bien que les étudiants qui ne jobent pas. Les étudiants ne sont pas en fait égaux face en fait, au coût de la vie, que les cotes augmentent, parfois certains ne peuvent même plus se payer les syllabus parce que justement ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se payer, pour pouvoir se les payer, sont obligés de pouvoir travailler. Et en fait le fait que, quand encore sous la ministre Berthiaud, qui disait que la précarité étudiante était une invention de la FEF, ça prouve vraiment le fait qu'ils ne la prennent pas du tout en compte et que si on veut justement pouvoir mettre des balises claires, oui, étudier est un droit, réussir est un devoir, mais le devoir également du gouvernement de pouvoir mettre en place un enseignement de qualité. Je tiens quand même à préciser que dans l'auditoire le plus grand de l'ULB, qui est le Janson, il pleut encore dedans. Et ça prouve vraiment en fait que l'enseignement n'est pas assez financé, n'est pas assez mis en avant. Je sais qu'il parle également de pouvoir mettre des aides aux premières années, donc un parcours d'accompagnement de réussite. J'y ai personnellement, quand je me suis réorienté dans mes études, je m'y suis inscrit. Et le pire, c'est que c'est pas la faute des gens avec qui ont aidé de m'aider, c'est que en fait, eux-mêmes n'ont pas assez de moyens. On a fait 5 réunions pour dire alors, tu as fait ton programme, tu arrives à le tenir, tiens, voilà une feuille. C'est tout. Et le problème, c'est que je sais qu'eux voudraient faire plus. Donc la faute n'est même pas de leur côté, la faute est du côté des moyens. Il n'y a pas assez de moyens pour justement assurer un enseignement de qualité. Et donc pour moi, je pense que ça doit se faire en fait, on doit pouvoir s'axer sur 3 choses. Étudier est un droit, réussir est un devoir, mais il y a le devoir du gouvernement d'assurer un enseignement de qualité. Tu disais tout à l'heure, le changement climatique est une vraie préoccupation des jeunes Belges à l'heure actuelle. Quel est ton avis sur le sujet et est-ce qu'il faut accélérer la transition écologique en Belgique? Oui, il faut clairement il faut améliorer la transition. Personnellement, au niveau du parti également, on est quand même pour le fait de garder par exemple l'énergie nucléaire. Donc là-dessus, on ouvre quand même la voie en étant d'accord avec l'Arizona, qui est une bonne chose de continuer nos centrales nucléaires parce qu'actuellement, c'est la seule énergie verte, décarbonée qu'on peut produire, qui produit de l'énergie. Même si malheureusement, en fait, on voit quand même très bien qu'il y a les déchets nucléaires, le fait de fabriquer de nouvelles usines, c'est également en fait, des coûts et surtout des coûts environnementaux. Mais malheureusement, actuellement, on ne peut pas réduire, ou en tout cas assurer d'avoir que toute la Belgique ait de l'énergie uniquement via l'énergie renouvelable. Donc il faut pouvoir en fait, utiliser cette énergie en fait, de transition. François Desmet, qui est notre député fédéral, parle souvent en fait, du triangle d'or, qui est évidemment les énergies renouvelables, le nucléaire, et également en fait, de pouvoir avoir une conscience en fait, au sein de notre société, de réduire nos consommations. Si je pense que c'est la seule chose positive qu'on peut dire de la crise énergétique, c'est que les gens sont un peu plus réalisés et ont été un peu sensibilisés à l'importance de faire des économies là-dessus. Je pense qu'en général, oui, on pourrait faire un effort sur notre production d'énergie, mais d'un autre côté, on ne doit pas uniquement demander des efforts aux citoyens. Je pense qu'il faut également assurer une énergie verte, une énergie décarbonée, pour en tout cas d'ici 10, 15, 20, 30 ans. Et d'un autre côté, il faut également pouvoir libérer des moyens pour pouvoir assurer et pouvoir financer en fait, des études sur certaines questions. Est-ce que l'hydrogène est une possibilité? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce côté-là? Également en question d'énergie, comment est-ce qu'on peut un peu contraindre certains pays à ne plus continuer à forer pour trouver du pétrole? On peut parler du projet Willow qui avait déjà commencé sous la présidence de Biden. Là maintenant Trump va ouvrir complètement.
comment est-ce qu'on peut contraindre certains pays à dire écoutez les gars, arrêtez de travailler sur le pétrole, sur le charbon et sur le gaz, et d'obliger en fait aussi de pouvoir mettre en place une volonté d'utiliser l'énergie plus verte, et surtout de ne pas transférer en fait l'énergie qu'on utilise maintenant, qui est du coup hyper carbonée, de la transférer vers des pays qui sont en voie de développement. Donc je pense notamment que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, où en fait justement il y a un peu cette hypocrisie où en Europe ou dans les pays occidentaux on a un peu cette énergie qui est plus verte, mais d'un autre côté beaucoup de concessionnaires se liquident des voitures thermiques et les envoient du coup dans ces continents-là. C'est pas le but non plus, il faut également une certaine solidarité entre continents en fait. Tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de précarité étudiante. Alors ma question est la suivante, comment faire pour que les mesures écologiques qui vont être prises ou qui devraient être prises soient accessibles pour toutes les classes étudiantes? Les mesures écologiques? Oui, les mesures pour lutter contre le changement climatique. Je pense que justement, c'est pouvoir augmenter le nombre d'aides. Soit par exemple, ici à Bruxelles, il y a justement ce débat-là sur le fait de les aides pour les propriétaires qui changent par exemple le PEB, qui améliorent les PEB de leurs bâtiments. Je pense que c'est quelque chose qui est important de pouvoir éviter un peu que nos bâtiments soient des passoires énergétiques. Je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu là-dessus pour pouvoir justement rendre de pouvoir supprimer ça, pouvoir en fait améliorer thermiquement en fait un peu énergétiquement en fait, nos maisons pour pouvoir réduire du coup ces passoires-là, également de pouvoir en fait sensibiliser pour accompagner. Je pense que les mesures là en fait doivent vraiment être des mesures de sensibilisation, d'accompagnement via les travaux de terrain, on peut sensibiliser les jeunes, pouvoir également apporter des aides au niveau des propriétaires pour améliorer du coup leur PEB, des mesures plus justement d'accompagnement. Tu en parlais tout à l'heure, Donald Trump a été réélu et sa réélection a recréé un débat en Europe, le débat de la défense de notre continent. Est-ce que tu penses qu'on devrait augmenter notre budget pour la défense en Belgique? Je pense que oui, il faut augmenter là-dessus, c'est indéniable. On voit vraiment que la guerre est vraiment à la porte de l'Europe. Ça fait des années, ça fait maintenant 3 ans que la guerre en Ukraine a commencé. Les conflits continuent. On peut parler également de ce qui se passe dans d'autres États démocrates. Je pense qu'on peut parler de ce qui se passe en Géorgie. Je pense qu'on peut parler de ce qui se passe par exemple en Europe maintenant avec Orban, où justement qui défie un peu notre démocratie, les droits humains, etc. Je pense que oui, il est important de pouvoir réinvestir dans notre armée. Il y a un dicton qui dit que ceux qui veulent la paix préparent la guerre. Je pense qu'à un moment il faut être prêt pour ça, et ça peut également être une mesure de dissuasion et un apport diplomatique de se dire ok, on est prêt. Je pense que partir à l'action ce serait quand même une énorme tristesse de repartir à nouveau dans des temps de guerre, des temps d'instabilité, parce que ça apporte des temps d'instabilité, de pouvoir éviter à chaque fois ce cycle de paix-guerre, paix-guerre. Mais pour moi oui, je pense qu'il faut vraiment clairement apporter, en tout cas augmenter notre investissement dans la défense belge. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux avec toutes ces questions-là qui ont été soulevées par l'élection de Trump, d'un potentiel retour du service militaire obligatoire pour les jeunes. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider notre sécurité belge de remettre ce service militaire obligatoire? Alors obligatoire non. Je pense que de remettre le service militaire à goût du jour, je sais que Theo Franken du coup s'est positionné là-dessus. Je vois qu'il veut également, du coup là pour l'instant c'est facultatif. Tous les jeunes qui vont avoir 18 ans vont recevoir une lettre pour pouvoir faire le service militaire. Je pense que tant qu'on le rend facultatif, c'est une bonne chose. Après, à nouveau, la question c'est du financement. Qu'est-ce qu'on va mettre la priorité là-dessus? Theo Franken parlait de donner un salaire de 2000 € net à chaque jeune qui veut s'investir. Ok, mais où sort l'argent? Et surtout, quels autres services vont être mis à mal quand on voit que dans le milieu de la santé, ils veulent faire des économies également, quand c'est sur l'enseignement? Voilà, je pense qu'il faut vraiment un juste milieu pour savoir en fait, quelles sont les priorités, parce qu'à nouveau, les arguments en fait, des différents gouvernements, c'est de dire oui, il n'y a plus de budget. Je fais non, en fait, il y a un budget, c'est juste qu'on décide de ne pas le mettre. Et donc, si on met plus de budget dans la défense et du coup d'augmenter, de donner un salaire quand même conséquent de 2000 € net à chaque jeune qui est prêt à s'investir, où est-ce que si l'argent on la met là, c'est qu'on l'enlève de quelque part. Donc, pour moi, je pense que la question du salaire doit être un peu réduite, mais en tout cas, le rendre obligatoire, ça non. On va quitter un peu le sujet de la défense et on va parler des stages des jeunes. Les stages non rémunérés sont encore très courants en Belgique. Quel est ton avis et l'avis du parti sur cette situation, et est-ce qu'il faudrait
interdire les stages non rémunérés? Et ben justement, Défi Jeunes est l'une des premières ONG, organisation de jeunesse politique, qui a mis en place et qui a parlé en fait des stages non rémunérés. Et décidé dans notre programme. Donc Défi Jeunes l'a apporté et l'a défendu, et non c'est dans le programme de Défi également, donc aux dernières élections, on l'a mis dans notre programme, on l'a défendu, de mettre en place les stages rémunérés. Et on le met en pratique en fait. Ici maintenant, par exemple, chez Défi Jeunes, nous avons une stagiaire et on la rémunère. Notre nouveau gouvernement, dans tous les décrets qu'ils ont annoncés, ils ont annoncé que nous passions à 650 heures pour les étudiants jobistes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ou est-ce qu'au contraire ça pose des soucis? Et ben en fait, c'est une bonne solution temporaire. Je pense que c'est là où justement il faut mettre un peu en valeur, c'est que en fait, le débat sur 475 heures et 650 heures, c'est toujours un débat d'argent en fait, justement d'argent pour les étudiants. Nous, on était pour du coup, déjà quand on a vu qu'on repassait à 475 heures et qu'on perdait 125 heures de nos 600, Défi Jeunes s'est déjà positionné en disant qu'on était contre, qu'on voulait justement rester à 600 heures, voire plus, voire même de revoir un peu le système, parce que sur les quelques années quand même précédentes, le système des heures étudiantes, on était passé d'abord de jours, un nombre d'heures, voilà, il a vraiment été réformé. Donc Défi Jeunes est pour le passage à 650 heures, mais n'empêche qu'il faut quand même, on veut mettre en valeur que c'est quand même inquiétant de voir qu'au fur et à mesure des années, il y a vraiment ce besoin en fait, des étudiants de gagner plus. Et c'est pas d'office pour avoir que plus d'argent, il y a également cette volonté de pouvoir justement répondre un peu à cette précarité étudiante. Donc, l'Arizona veut mettre, du coup, on a la compétence fédérale d'augmenter les heures étudiantes, c'est très bien, mais ils ont également ce devoir d'avoir un peu ce temps de réflexion, de comprendre que s'il y a une demande d'augmenter, qui a cette volonté d'avoir plus d'argent, c'est pas juste pour le plaisir personnel d'avoir plus d'argent, c'est parce qu'il y a cet argent-là répond à un besoin qui est influencé par la précarité étudiante. Donc oui, actuellement, la question des 650 heures est nécessaire et c'est une bonne solution, mais c'est une bonne solution temporaire où maintenant l'Arizona doit réellement agir sur le coût de la vie des étudiants. Donc, et c'est que par exemple, malheureusement, ils font déjà l'inverse, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, où ils font 6,5 millions d'économies sur l'enseignement en enlevant 3 millions aux universités, 3 millions aux autres écoles et 500 000 dans les autres écoles d'art. Justement, c'était de l'argent qui allait pour les bourses d'étudiants qui viennent de familles à revenus modestes. Et donc, là, les engagés et le MR qui se sont toujours dit comme les défenseurs des classes moyennes, viennent de mettre justement à mal le portefeuille des classes moyennes. Parce que justement, du coup, certains boursiers ne vont plus avoir leur bourse. Qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est les parents qui vont devoir travailler plus pour pouvoir justement avoir moins dans le portefeuille pour payer le minerval de leurs parents. Et du coup, et la reste qui suit, parce que avoir le statut de boursier, c'est également pouvoir avoir plus d'accès à des aides pour l'achat des syllabus. C'est également avoir des aides au niveau de l'achat de repas aux cantines universitaires, notamment à l'ULB d'avoir des repas à 2 €, d'avoir des réductions au niveau du PUB, de la presse universitaire, donc au niveau des syllabus. Et donc ça a un énorme coût. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Les classes moyennes vont devenir plus précaires parce que du coup elles vont devoir mettre plus d'argent pour payer justement pour payer le syllabus, le minerval, etc. Donc ils n'aident ni les étudiants déjà précaires et ils n'empêchent pas les étudiants de le devenir aussi. Et c'est là justement en disant que eux, en fait c'est une solution un peu, en fait ils mettent un peu la poussière sur le tapis, en mode le tapis c'est les 650 heures, la précarité, les gars juste taffez plus. Non. Et à un moment c'est que quand on voit que les étudiants qui jobent ont moins de chances de réussite que les gens qui ne jobent pas, on voit qu'il y a une inégalité et qu'il est important de pouvoir actuellement donner plus de temps pour pouvoir travailler, mais qu'en même temps, ils doivent agir sur la précarité étudiante. Et pour l'instant, ils ne font que les 650 heures. Ils disent voilà, on leur donne plus de temps de pouvoir travailler, mais on ne les aide pas pour leur donner plus de temps d'étudier. Voilà, c'est justement ça le problème, c'est qu'ils donnent plus de temps de travailler, mais du coup, ils vont étudier moins. C'est justement le taf premier d'un étudiant doit rester d'étudier. Demander d'exiger que la réponse, souvent que la FEF disait que étudier est un droit, leur réponse était à nouveau que oui, mais réussir est un devoir. Oui, mais si justement ils n'ont plus le temps parce qu'ils doivent vraiment, là maintenant ils ont plus l'occasion de pouvoir travailler, et justement ils auront moins de temps pour étudier. Donc il faut vraiment, il y a une demande de travailler sur la précarité étudiante et ça ils ne la répondent pas. D'après une étude du Forum des jeunes, beaucoup de jeunes se sentent un peu déconnectés de la politique traditionnelle, notamment des partis traditionnels. Qu'est-ce que ton parti propose pour impliquer plus les jeunes? Et en fait, j'ai cette chance concernant notre défi. Le défi est quand même assez écouté. On a eu justement, là par exemple, avant, sous la dernière présidence avec François de Smet,
Le président de Défi Jeunes était invité au bureau politique du parti. Donc, le bureau politique, c'est là où justement on vote l'actualité, où on se positionne là-dessus. Et là maintenant, depuis l'élection de Sophie Roni en tant que présidente, c'est l'entièreté du conseil d'administration de Défi Jeunes qui est invité. Donc Défi Jeunes a vraiment une voix au sein du bureau politique, au sein des instances du parti, pour justement en fait, avoir ce travail de terrain et être un peu le porte-parole des jeunes. Et donc c'est justement là où en fait, Défi peut vraiment a cette volonté d'écouter la jeunesse et de pouvoir vraiment nous mettre en avant. Je pense notamment justement à la position des 650 heures. Et il va être voté ce jeudi-ci. Et j'ai été en contact avec notre qui m'a dit écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, qu'est-ce que vous pensez, on en débat ensemble et on arrive à se mettre un accord où la jeunesse est vraiment écoutée. Et d'un autre côté, je comprends vraiment ce désintérêt en fait, un peu des jeunes à la politique parce qu'ils ont l'impression que ça ne bouge pas. Il y a l'impression qu'on n'est pas écouté. Et je la comprends honnêtement quand moi j'avais 18 ans, enfin quand j'avais 16 ans, jamais je me serais dit que je me lancerais en politique. Puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis lancé et en fait je vois qu'il y a une place à prendre et qu'en tout cas dans mon parti on la donne. Dans d'autres partis, je ne sais pas s'ils la donnent autant, je ne pense pas. Mais en fait, il y a aussi cette importance, c'est que les jeunes peuvent également militer en dehors de partis politiques. Je pense que ça, on l'a compris. Il y a les manifestations, je pense qu'il y a quelques années, quand moi j'étais en secondaire, où il y avait tous les jeudis cette marche pour le climat. Je pense que clairement, il y a cette volonté ou cette possibilité d'être militant. Je pense que c'est important pour les jeunes de ne pas se désintéresser à la politique parce que malheureusement, c'est indéniable, on doit s'y intéresser si on veut faire bouger les choses et si on veut vraiment prendre conscience que c'est là où tout se passe. Et qu'en tant que jeune, on a ce pouvoir en fait de demander des comptes aux politiciens. Parce qu'on les élit. C'est eux qui, on leur donne le pouvoir. Et si pendant les 5 ans où ils sont élus, et en fait, ils vont au contraire de ce qu'ils nous ont dit, ils vont au contraire de leurs promesses, et en fait, si pendant les 5 ans on se désintéresse et qu'on ne regarde pas, et dans 5 ans, si on n'a pas été attentif, si on n'a pas regardé, dans la communication, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Et donc c'est aussi aux citoyens et aux jeunes de s'assurer de regarder ce que font les politiciens pour dans 5 ans, quand il y aura des réélections, d'avoir comme vote une réponse en disant t'as bien travaillé ou mal travaillé, donc on te donne notre confiance ou non, quoi. Et de voir un peu en fonction de quel parti a travaillé sur quelle problématique, de faire ce travail de suivi. Et c'est un travail important, et je pense que c'est pour ça qu'il est important également de suivre certains médias, mais c'est un travail à faire pour justement responsabiliser un peu nos politiciens, parce que si on se désintéresse, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Il y a vraiment ce sentiment d'impunité en fait. Et c'est ça qu'il faut justement désencourager, et que si on est plus sur leur dos, en fait ils devront nous rendre des comptes. Et c'est là où on peut vraiment mettre le doigt en tant que jeune. Le 9 juin dernier, pour la première fois, les jeunes de 16 ans et plus ont pu aller voter. Est-ce que pour toi et pour ton parti c'est une bonne idée ou est-ce que c'est trop tôt ? En fait, je pense que le problème n'était pas trop tôt, le problème c'est que nos jeunes n'étaient pas assez informés. Je trouve que déjà, quand j'ai eu 18 ans, que moi dès que j'ai pu voter, j'étais déjà candidat, donc j'ai cette chance un peu de pouvoir m'y intéresser. Et d'un autre côté, j'avais beaucoup d'amis qui ne savaient pas et qui ne savent pas ce que c'est, et encore maintenant, je pense que c'est pas une généralité, mais je me souviens d'avoir vu des vidéos de TikTok où des gens votaient en lançant un dé, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu, c'est pas une généralité, clairement pas, mais ça prouve quand même qu'il y a une certaine méconnaissance de la politique et que malheureusement les jeux de la communication peuvent influencer les jeunes et que la communication est utilisée pour les influencer. On peut faire un parallèle justement à ce qui se passe en France avec Bardella, où quand même il y a eu un bon vote d'extrême droite également. Je pense que c'est un travail où il faut informer les jeunes de la politique et leur donner une voix, et je pense que c'est important de pouvoir justement avoir l'opinion des jeunes sur les questions européennes, mais qu'ils ne sont pas assez informés en fait en réalité, et qu'il faut assurer d'avoir au sein de l'enseignement, de pouvoir en fait leur donner un esprit assez critique pour justement pour utiliser leur vote à bon escient. On va retourner un petit peu sur les questions internationales, notamment la guerre en Ukraine. On entend beaucoup parler pour le moment. Est-ce que pour toi et ton parti, la Belgique gère bien cette situation ? Et quelle action concrète on devrait mettre en place pour faire face à ça ? Alors je pense quand même que la Belgique a bien agi au début en accueillant justement des réfugiés ukrainiens, en mettant certains à l'emploi. Je me souviens que dans mon travail étudiant, on avait pu accueillir, donc je travaille dans un cabinet vétérinaire, on a pu accueillir justement des vétérinaires ukrainiens et pour justement les mettre à l'emploi, les intégrer directement dans nos sociétés. Je pense que c'est justement comme ça qu'on les aide à être intégrés ici en Belgique. Sur le point de vue, je trouve que justement dans le point de vue maintenant
international, c'était un peu triste. On a vu justement qu'il y a eu une réunion entre grandes têtes européennes que Macron a organisée, la Belgique n'y était pas. Je pense que, alors que justement la Belgique a le siège de l'Europe au sein de notre capitale, je pense que c'est quand même effrayant de dire que la Belgique n'était pas conviée aux discussions et aux décisions là-dessus. Donc je pense que là maintenant, la Belgique doit devenir vraiment un État fort et un État neutre qui peut apporter neutralité, qui peut apporter vraiment cette vision importante de la démocratie. Je trouve que notre influence s'est un peu perdue en fait, au fur et à mesure du temps. Je trouve qu'il y a vraiment une négligence sur ce côté-là et qu'on doit vraiment récupérer si on ne veut pas être un État oublié, quoi. On doit vraiment pouvoir travailler sur la scène internationale, sur la scène européenne. On doit pouvoir être un État fort et ça repasse à nouveau par une diplomatie internationale plus forte, plus importante et parfois peut-être plus dure pour certaines décisions. Oui. On a aussi entendu beaucoup parler de la situation en Palestine qui est très tendue et qui crée de nombreux débats. Quelle est ta position et la position du parti sur ce sujet et comment la Belgique devrait réagir face à cette crise humanitaire et à ce que certains spécialistes qualifient de risque génocidaire? Je pense en tout cas en tant que parti politique, notre travail, et c'est un peu ce que d'autres partis font, notre travail n'est pas d'être un tribunal. Je pense qu'il est important de pouvoir justement mettre en lumière des problèmes internationaux. Je pense que Défi a toujours eu le courage de se positionner là-dessus. On l'a fait quand même pour dénoncer le risque des génocides des Ouïghours en Chine. Là-dessus, bizarrement, le PTB a toujours été a fait un peu la sourde oreille. Je pense que c'est justement, on a toujours eu ce courage de justement mettre en avant l'importance en fait du respect démocratique et du droit international. Je pense que la Cour pénale internationale de justice, la Cour pénale internationale doit se positionner. Je pense que les instances doivent prendre plus en crédibilité, pouvoir justement avoir plus de poids. Au niveau de l'Europe, on devrait quand même, je trouve que, aider à une plus grande influence, parce qu'on voit maintenant pour l'instant qu'avec la session de Trump, sa vidéo de ce qu'il veut faire de Gaza, il veut faire ça en Dubaï 2.0, c'est vraiment inquiétant. Ça fait peur parce que là maintenant, justement, il y avait un cessez-le-feu, Israël l'a à nouveau bafoué en tuant, je pense que le dernier chiffre que je me souviens c'était 413, mais c'est sûrement encore plus de morts. Enfin voilà, je pense qu'il est temps en fait de pouvoir justement cesser justement les conflits là-bas, avoir une diplomatie internationale plus forte, parce qu'à nouveau il y a ce sentiment d'impunité au niveau d'Israël, de pouvoir justement il y a un cessez-le-feu, il y a un manque de diplomatie, de directement attaquer justement par la force, d'attaquer les hôpitaux. Je pense que là, il y a des sanctions plus importantes à pouvoir prendre, mais qu'on se rendra toujours du côté de la justice et qu'il est important, en fait, en tant que parti politique, parce que, voilà, ici en Belgique, de pouvoir, en tout cas, dénoncer le risque, mais de ne pas se prendre pour un tribunal. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est qu'il est important de prendre notre place. Nous avons une place au sein de notre société. Et parce que nous sommes jeunes, que nous devons être réduits à uniquement être spectateurs. Nous avons des exemples où la jeunesse peut prendre place, que ce soit bien sur différents plans politiques, que ce soit au niveau international, environnemental, au niveau de l'enseignement. On a pu faire changer les choses. Nous avons eu des moyens de pression, des moyens d'agir, que ce soit via le système politique ou via le système de militants. Il est important pour nous d'être acteurs directs. Parce que si nous restons spectateurs, les décisions pour notre futur seront prises sans nous et il y a une place pour les jeunes au sein de notre monde politique.